Cette dernière partie de la matinée, on l'a voulu sous forme de table ronde autour des données de recherche à usage des recommandations de prise en charge. Il ne vous aura pas échappé que nous sommes en attente imminente des recommandations du nouveau rapport d'experts. Et nous avons axé cette table ronde autour de l'exemple de l'allaitement. Et donc, je vous présente donc Christophe, donc coordinateur des activités au TRT5 CHV, et Solène Bazin, qui est représentante de l'association Aide au sein du collectif, qui vont animer cette table ronde et qui vont vous présenter nos invités. Merci. Bonjour. Du coup, pour cette table ronde, avant tout, alors le titre s'affiche pas, mais vous l'avez sur les programmes. Je voulais un petit peu le décrypter avant de commencer. Quand on parle des recommandations de prise en charge, avant tout, il faut avoir en tête que c'est des recommandations qui font référence, qui se destinent, du coup, c'est des guidelines en fait, qui se destinent aux professionnels de santé, enfin aux acteurs de terrain, et qui accueillent tous ces acteurs qui accueillent des personnes concernées par le VIH, les hépatites virales et les IST. C'est des recommandations du coup de prise en charge qui sont actualisées régulièrement. Donc en France, c'est environ tous les 3 ans, afin de tenir compte de l'évolution des connaissances sur ces différentes pathologies. Et si on en parle aujourd'hui, c'est qu'en fait, ces recommandations, elles sont evidence-based. Elles sont basées sur des preuves, des données scientifiques qui viennent justement les alimenter et permettre de les élaborer. Donc, en la matière, l'exemple de l'allaitement, il est assez intéressant parce qu'en se basant sur les mêmes données, finalement, on remarque que des pays arrivent à émettre des recommandations qui sont assez différentes. Le dernier rapport d'experts en date n'autorise pas l'allaitement par des personnes qui vivent avec le VIH. C'est différent en Suisse, par exemple, et aux États-Unis, même si pour les États-Unis, la recommandation, l'ouverture a été actée très récemment. Donc la question qu'on voulait poser dans cette table ronde, c'est comment en fait on peut expliquer ça. Et c'est la question à laquelle on va tenter de répondre, du coup, avec nos différents intervenants, que je te laisse présenter, Solène. Oui, donc on a 3 intervenants. Donc on a juste sur ma gauche Dr Jeanne Goupil, qui est infectiologue et responsable de l'unité des maladies infectieuses de l'hôpital Jean Verdier, donc dans le 93 à Bondy. Elle s'occupe du suivi des personnes qui vivent avec le VIH en ambulatoire, et notamment des suivis de grossesse des personnes qui vivent avec le VIH qui allaitent, en collaboration avec les gynécologues du groupe hospitalier. Donc, elle est doctorante au sein du LEPS, donc, qui est le laboratoire éducation et promotion de la santé. Et ses travaux de recherche en santé publique empruntent des méthodologies en sciences sociales, puisqu'ils portent sur l'impact de la précarité sociale et de la migration sur la santé, sur l'électronisme en santé et le vécu de l'allaitement maternel chez les personnes qui vivent avec le VIH et qui allaitent. Donc ensuite, on a Eva Sommerlath, qui est née en Allemagne, qui est venue en France pour étudier aux Beaux-Arts de Paris. Elle a obtenu un master d'art-thérapie à l'université René Descartes en 2010, et puis le Café Russe en 2014. Et donc elle est directrice du comité des familles depuis 2007. Et elle a participé donc, en tant qu'experte à l'actualisation des recommandations de prise en charge des personnes qui vivent avec le VIH. Et notamment, tu travaillais dans le chapitre grossesse et VIH. Et enfin, on a Dr Christian Callert, qui est chef du département des maladies infectieuses à l'hôpital pour enfants de Suisse orientale. Il a obtenu son doctorat en médecine à l'université de Bâle et il traite des patients atteints de maladies infectieuses et d'immunodéficience donc depuis 15 ans, notamment des enfants et adolescents exposés ou infectés par le VIH. Dr Callert, il est actuellement impliqué dans la conception et la conduite de plusieurs projets en cours de la Swiss HIV Cohort Study, y compris la cohorte mère-enfant. Et dans le contexte de la pandémie du Covid, ces activités ont inclus également le Covid en mettant l'accent sur le diagnostic. Donc, Monsieur Callert, vous avez préparé une diapositive qui est diffusée derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi elle correspond? Merci beaucoup. Bonjour.
Alors, j'ai préparé deux diapositives. Une, c'est sur les recommandations en Suisse, maintenant. Vous voyez, la mesure la plus importante, c'est le traitement de la mère. Et les autres mesures, on fait plus. Et pour l'allaitement, on fait une décision partagée. Ça veut dire on discute avec la mère en avance et on trouve une solution ensemble. Et qu'est-ce qui c'est très important? Il y a certains critères que la mère doit être supprimée, la charge virale pendant toute la grossesse. Ça, c'est la critère la plus importante. Sinon, on ne peut pas soutenir. Et aussi, on ne recommande pas l'allaitement. Alors, on trouve une solution ensemble. Et l'autre diapositive, c'est le risque. Alors, on discute souvent, ce qui est très important, on discute le risque de transmission mère-enfant. Et là, c'est la plus grande étude que je connais. C'est une étude d'Afrique et Inde, 14 pays et 2400 mères-enfants qui étaient randomisés dans la deuxième semaine de vie. Alors les bébés répartis par hasard dans une groupe où la mère était traitée et une autre groupe où le bébé était traité. Et comme vous voyez, le risque de transmission mère-enfant, c'est 0,3% pour 6 mois ou 0,7% pour 12 mois d'allaitement. Mais c'était le même risque dans les deux groupes. Et le premier résultat là, on n'a pas pris la charge virale. Et il y avait une publication secondaire en 2021. Et là, on a pris la charge virale aussi. Et là, seulement dans 2 cas, la prise charge virale maternelle était supprimée 100%. Alors le risque est 2 seulement ici. Alors ça veut dire, et ça aboutit à une question, est-ce que c'est justifiable de ne pas l'allaiter 998 hors 19 bébés? Ça c'est la situation maintenant. Ça, c'est pour les recommandations suisses. Eva et Dr Goupil, est-ce que vous pouvez nous exposer un peu quelles sont les recommandations actuellement en France en matière d'allaitement ? Alors, pour le moment, il y a des nouvelles recommandations qui vont sortir, mais pour le moment, il n'est pas recommandé pour les femmes qui vivent avec le VIH de faire un allaitement maternel, et on recommande du coup l'allaitement artificiel avec donc des biberons et un allaitement artificiel. Je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, c'est tout à fait ça. Peut-être que du coup, le lien que je peux faire, c'est donc en tant qu'association et rencontrant les mamans, donc les femmes enceintes et les mamans qui n'allaitent pas ou qui ne sont censées pas allaiter. Nous, on a fait le constat depuis de longues années que d'une part, il y avait une grande souffrance pour les femmes qui n'allaitent pas et qui auraient souhaité allaiter parce que il y a la stigmatisation, mais parce qu'il y a aussi l'envie d'allaiter si c'est possible. Et puis, le constat était que finalement, sur le terrain, la vraie vie, finalement,
on rencontre des situations où des patientes allaitent avec ou sans le consentement, on va dire, du médecin, et que finalement, dans la vraie vie, les recommandations enfin, il y a un décalage entre ce qui se passe et ce qui est recommandé, et notamment aussi avec le fait que dans les pays voisins, les recommandations sont différentes. Donc, avec Internet, les patientes qui vont trouver aussi des informations sur ce qui se fait dans des pays voisins et qui font du coup un peu à leur manière si le médecin ne veut pas suivre. Donc, des femmes qui allaitent, comme on dit, en cachette, ou des femmes qui allaitent et le médecin est au courant, mais qui a peu d'accompagnement, qui se sentent seules, et ça crée encore des difficultés et des souffrances. Donc, partant de ce constat de la vraie vie, la démarche au comité des familles, ça a été de faire remonter ce sujet pour qu'on se positionne en France et qu'on réfléchit à à faire changer les recommandations sur ce sujet. Il y a une étude qui avait été faite, il n'y a pas beaucoup de données, mais il y avait une étude qui avait été faite sur Saint-Denis auprès de 100 femmes, une étude par questionnaire qui avait montré que 88% des femmes, ce qui est quand même un chiffre assez important, auraient souhaité allaiter. Et voilà. Donc évidemment, parmi ces 88% de femmes, on peut se poser la question de savoir s'il n'y en a pas déjà qui l'ont fait. Et ça... évidemment, on n'a pas ces données-là de savoir quelles sont les femmes qui allaitent sans le dire en fait à l'équipe soignante. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, mais c'est toute la question. Donc, effectivement, on a peu de données, mais de celles dont on dispose, en fait, on en arrive pourtant à des recommandations différentes, puisque M. Keller nous le montrer, en Suisse, on a des recommandations qui vont vers effectivement l'accompagnement des femmes et des personnes qui avec le VIH et qui allaitent, alors qu'en France, c'est l'inverse. On a des recommandations qui ne vont pas dans ce sens-là. Et comment on peut expliquer aujourd'hui qu'avec des mêmes données, on en arrive à des recommandations de prise en charge et d'accompagnement différentes entre les pays. Alors peut-être, oui, c'est difficile, je crois. Alors peut-être je peux expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans notre groupe, parce que c'était un groupe expert au début. Il y avait aussi des opinions différemment et on a abouti à une solution après. Et il y avait quelqu'un aussi qui dit les bébés ne sont pas des cobayes, des guinea pigs. On ne peut pas faire ça. Mais à part de ça, on a peu à peu abouti à une solution, parce que si on discute la transmission mère-enfant, on regarde plutôt le risque. Mais il y a aussi un autre côté, et ça sont les avantages de l'allaitement. Et là, on sait beaucoup maintenant, et on sait c'est la meilleure nutrition après pour les bébés, et qui aide que le microbiome va se développer, par exemple, le système immunitaire. Alors, il y a beaucoup de choses. Et il y a un autre aspect qui est important, c'est aussi le vœu de la mère, parce que l'autonomie de la mère, c'est important aussi. Et si on balance tout ça, après, on a trouvé ces solutions. Parce que c'est clair, le risque n'est pas nul. Alors, ça c'est clair.
Moi, je peux peut-être partager mon expérience de clinicienne par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a les recommandations. Et pour être honnête, moi, je n'avais pas vraiment d'avis tranché sur la question. Et j'ai été face à une patiente qui était extrêmement, mais vraiment meurtrie par l'idée de ne pas allaiter. Donc évidemment que moi j'ai des recommandations en tant que praticienne, mais j'ai aussi la patiente devant moi. C'était clairement une patiente que je sentais pas bien, en tout cas dans sa grossesse, parce que le sujet a été abordé très précocement. Et c'était une patiente qui clairement, je sentais que si je ne l'accompagnais pas dans le procédé de l'allaitement, elle allait allaiter. Donc, moi, je pense que face à cette question-là, il y a aussi un principe de réalité qui est de se dire, est-ce qu'on ferme les yeux et on dit en tant que praticien, les recommandations sont de telle sorte, je ne veux pas participer à quoi que ce soit, ou est-ce qu'on se dit, le risque, il est réel pour l'enfant de ne pas être accompagné et pour accompagner bien et que les choses soient bien faites. Donc voilà, mais c'est... le problème peut-être d'avoir des recommandations qui ne collent pas forcément à la réalité de terrain sur ce qui se passe dans la pratique. Donc en fait des recommandations différentes. Oui, c'est un peu dans le sens de ce qui est dit, c'est que dans les recommandations, dans une telle situation, ce qui est important, et c'est un peu le plaidoyer qu'on mène à l'association, c'est d'inclure le choix de la patiente sur ce qu'elle souhaite pour elle et son bébé, quel choix est-ce qu'elle veut... pour quel choix est-ce qu'elle veut opter, bien sûr, avec un cadre qui est important sur le fait que le scénario optimal et donc une charge virale indétectable est importante pour et bien expliquer ce point-là, mais que le choix de la patiente par rapport à l'allaitement, quel mode d'allaitement, la question aussi éventuellement qui va se poser par rapport à la PrEP pour le bébé, si jamais ça va être dans les recommandations, que sur ces aspects, il y ait le choix pour éviter qu'il y ait des choses qui finalement soient faites sans être accompagné par le médecin qui peut avoir une ouverture sur pour déroger aux recommandations, mais pas tous les médecins sont à l'aise pour le faire. Du coup, donner clairement une ouverture sur cette possibilité de, si le choix de la patiente, d'en tenir compte. La PrEP pour le bébé que tu évoques, c'est une prophylaxie différente, spécifique du coup dans le cadre de l'allaitement. Alors du coup peut-être pas en France, remarque, mais à l'étranger, comment ça se passe exactement les bébés qui sont allaités ont une prophylaxie peut-être plus longue ou différente, c'est ça? C'est comme ça que ça marche. Après, pour la prophylaxie, c'est pareil. C'est quand on suit des patientes qui vivent avec le VIH et qui accouchent. Après, le bébé, il doit avoir la névirapine pendant 15 jours. Je ne sais pas, ne serait-ce que ça, c'est parfois un gros problème en fait dans une famille d'arriver avec le traitement. Parce que les femmes, elles ne savent pas où cacher. Il y a encore des couples où le conjoint ne sait pas que la femme est séropositive. Il y a encore des femmes qui accouchent, qui ne veulent pas qu'il y ait personne lors de l'accouchement pour qu'il y ait la moindre gaffe qui soit faite par l'équipe médicale. Donc ça, pareil, c'est encore c'est des recommandations, mais qui sont parfois très difficiles à appliquer dans la vraie vie, parce que la PrEP du bébé, moi j'attends de voir, mais c'est vrai que ça va être compliqué à mettre en place dans des familles où la séropositivité est vraiment complètement cachée, quoi. Peut-être une chose pour ça aussi, je ne connais pas des études sur ces sujets. Alors de prolonger une prophylaxie pendant des mois
Alors, j'en suis sûr qu'il n'y a pas de résultats des données sur ça. En fait, on a l'impression là, dans cette discussion qu'il y a plusieurs données qui sont manquantes dans cette équation. Sur le vécu des personnes, il y a quelques données du coup qui sont accessibles aujourd'hui, mais c'est peut-être pas quelque chose qui est très documenté non plus. Sur les pratiques des cliniciens, finalement, recommandations versus vie réelle, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis sur le risque de transmission aussi, il y a peut-être plus de recherches qui pourraient être menées, histoire aussi de clarifier cette situation et d'arriver à des consensus, en tout cas internationaux, sur la question, enfin des recommandations harmonisées. Est-ce qu'il y a des perspectives en ce moment en termes de nouvelles données sur l'allaitement qui justement permettront de prendre des décisions plus harmonisées? Alors moi, je n'ai pas de connaissances de recherche, en tout cas à l'échelle nationale, en cours pour le moment. Nous, c'est vrai qu'on va lancer une petite étude à l'échelle locale sur le vécu de l'allaitement maternel chez les femmes qui vivent avec le VIH, que ce soit chez des femmes qui ont eu un allaitement artificiel, mais aussi qui l'ont fait de manière naturelle. On va essayer de recueillir, en tout cas, à travers une recherche qualitative, essayer de voir recueillir ces informations-là. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont... qu'est-ce qui s'est passé chez les femmes qui ont décidé finalement d'allaiter contre ce qui avait été proposé par les équipes. Moi, par exemple, je suis une patiente qui dit qu'elle avait, sur sa première grossesse, elle l'a clairement dit, elle avait allaité. Bon, moi, j'ai essayé de l'accompagner sur la deuxième, là-dedans. Mais ces données-là, sur le vécu, on en a très peu. Après, sur les enquêtes de pratique, c'est à mon sens une vraie question, parce que moi, je ne sais pas dans les centres comment ça se passe quand les praticiens, je pense que c'est très praticien dépendant, mais comment ça se fait? Et ce qui est dommage, effectivement, c'est qu'on voit que il y a quand même, ça se fait dans certains centres, et que ces données, elles ne sont pas colligées de manière globale, et que c'est des événements qui sont quand même assez... rares statistiquement parlant, donc en fait c'est vrai que on aurait besoin de colliger toutes ces données-là. Oui, en fait, c'est comme dit Jeanne, il y a le problème de la faiblesse de l'échantillonnage. Donc le besoin qu'on a, je pense, c'est vraiment de mener une recherche à l'échelle européenne. Alors, je ne sais pas la faisabilité, je ne sais pas si c'est dans les starting blocks ou j'ai plutôt l'impression que non. En France, il y a la cohorte Viroprec qui, on va dire, démarre, qui reprend la cohorte EPF. Mais ce sera sur un certain nombre de centres. C'est même pas toutes les personnes, toutes les patientes qui vont allaiter ou les grossesses, ça concernera que certains centres. Il y a aussi la question de est-ce qu'on peut inclure uniquement les personnes avec couverture sociale ou non. Enfin, et du coup, je pense que on va toujours, c'est comme on dit, le chat qui se mord la queue, un truc comme ça. Faiblesse de données, donc pas de recours, donc pas de recours, donc faiblesse de données. Et à un moment, comment on sort de cet engrenage et surtout si les recommandations sont un peu différentes dans les pays accompagnant des femmes, on va dire en scénario optimal, si les recours ne sont pas assez proches, est-ce qu'on peut faire une recherche à l'échelle européenne? C'est des questions qu'on se pose. En tout cas, il y a le plaidoyer qu'on a lancé avec le TRT5 en 2002 sur plus de recherche en France et à l'échelle européenne. Et peut-être que Christiane a des idées. Alors, prospective, je crois, c'est pas possible parce que c'est. Vous voyez, il manque de grands nombres des couples mère-enfant, mais il y a des cohortes dans tous les pays et ils amènent tous les résultats ensemble et ça, probablement, on va savoir plus. Mais
je ne suis pas sûr si on va augmenter la sécurité en plus que ce qu'on sait déjà, parce que c'est un très très bas risque déjà. Et juste aussi l'importance d'inclure des données psychosociales sur cette situation pour les femmes, les personnes qui allaitent ou non, mais inclure des questions, oui, sur socio-économique, la relation aussi, l'impact de la relation soignant-soigné. Je pense que c'est très important aussi à prendre en compte le parcours de soins, la façon dont a été accompagnée la personne, pour mieux comprendre ce qui se joue, dans quelle situation, il y a quel choix qui a été, ou parcours qui est, enfin, allaitement ou non, qui a été décidé par qui, comment, voilà. Et surtout que les femmes, parfois, elles sont dans des associations et alors elles ne comprennent pas trop parce qu'il y a des femmes qui le font, d'autres qui ne le font pas, parce que ça dépend aussi évidemment du choix de la patiente, mais du praticien, parce qu'évidemment, quand même, mine de rien, la manière de présenter l'information compte. Et ça crée beaucoup de confusion dans la tête des patientes. Donc c'est sûr que c'est important d'avoir des données là-dessus et d'accompagner les patientes. Juste, est-ce que vous pourriez justement nous préciser en quoi ça consiste très pragmatiquement une décision partagée? Je ne sais pas si vous aviez prévu de poser la question, mais je voyais que dans votre diapositive, il en était question. Qu'est-ce que c'est que la décision partagée? Alors la décision partagée, c'est que l'infectiologue, l'obstétricien et le pédiatre vont discuter avec la mère des sujets. Quels sont les risques et quels sont les avantages. Et après, on fait une ronde tous les trois et on fait une décision. Alors, ça c'est inscrit après sur le record du patient. Du coup, j'ai une question. Qu'est-ce que ça a donné, du coup, ce choix partagé? Comment, sur les années d'expérience? Alors, on a publié le premier résultat, mais c'était en 41 femmes et la moitié a l'allaité. Alors, c'était à peu près la moitié qui s'est décidé de l'allaiter leur enfant. Et ouais, je voulais juste préciser que c'est vrai que ça demande beaucoup de motivation de la part de l'équipe d'accompagner ces femmes et qu'on n'a pas forcément les moyens, mais ça demande beaucoup de travail en plus parce que mine de rien, moi ce que j'ai fait, c'est que je surveillais mensuellement les femmes, je les voyais mensuellement avec une charge virale, vérifier qu'elles soient indétectables. Ça nécessite de leur apprendre que les bases de quand il y a un problème au niveau du téton, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Et tout ça, en fait, on est quand même, comme les recommandations ne sont pas dans ce sens, on n'a pas les outils pour. Et en fait, on bricole. Et ce qui est vraiment dommage parce que du coup, c'est plus difficile pour nous. Et si effectivement il y a une ouverture un jour sur ça, il faudrait penser à nous donner un peu plus de moyens pour que récupérer une charge virale, en fait, c'est débile, mais pour une femme enceinte qui allaite, c'est une charge virale qui a quand même une certaine importance et récupérer tout ça. Accompagner la patiente avec des bonnes consultations d'éducation thérapeutique, c'est vraiment nécessaire et fondamental pour ne pas courir, je pense, à la catastrophe. Et ça demande des moyens en plus. Et vous, du coup, alors, dans une situation où vous avez des recommandations françaises qui ne vont pas dans ce sens-là, en fait, quelles sont vos ressources, en fait, vous, pour proposer cet accompagnement-là? Et est-ce que vous le faites, vous accompagnez les personnes qui en ont besoin. Est-ce que autour de vous avez aussi des collègues qui en fait se retrouvent dans cette situation complexe de ne pas des fois de refuser les accompagnements parce qu'il y a justement ces recos
Alors, je pense que les virologues sont un peu moins enclins à ouvrir l'allaitement, on va dire. Moi, dans mon centre, c'est vrai que c'est moi essentiellement qui m'occupe des femmes enceintes et en tout cas, mes collègues sont plutôt dans ce sens-là. Donc, localement, disons qu'il n'y a pas de problème. Et puis, c'est surtout, en fait, c'est vraiment un principe de réalité, en fait. C'est que face à la patiente, on peut avoir la conviction de ce qu'on veut, mais en fait, moi, je suis médecin avant d'être respecté des recommandations, et en fait, je pense vraiment que je servirais au mieux ma patiente de l'accompagner plutôt que de pas prescrire de charge virale. Donc, elle va revenir 4 mois plus tard avec une charge virale au plafond et elle aura allaité son enfant. Ça me semble complètement déraisonnable, donc je préfère voilà, mettre ça en place et ça me semble la réalité. Je sais pas si Christophe, Solène, vous aviez encore des questions, mais j'ai vu qu'il y avait des réactions déjà depuis la salle. Voilà, Catherine et Bruno notamment qui souhaiteraient intervenir, donc on peut peut-être se laisser les 10 minutes qui restent pour ça. Attendez, je me lève. C'est le lumbago de la... Ouais, moi, je voulais rajouter une dimension qu'il ne faut pas négliger. Au-delà que je suis militante à Aide, j'ai un passé de sage-femme d'un côté, mais aussi d'accompagnement de femmes sur l'allaitement. Et en France, on a un déficit aussi d'image de l'allaitement maternel et de l'accompagnement maternel. Alors, je sais pas, il n'est pas chiffré, mais le pourcentage, enfin le nombre de femmes qui allaitent et qui allaitent longtemps, il est plutôt très bas, même par rapport aux autres niveaux européens. Et que quand on discute avec un certain nombre de médecins, l'allaitement, bah oui, bah, y a d'autres moyens, c'est pas forcément le plus important. Et la prise en compte de la dimension de l'envie d'allaiter, des bénéfices de l'allaitement maternel sont pas toujours pris à la hauteur de ce qu'ils devraient être, en tous les cas dans la prise de décision. Et je trouve que c'est... on a aussi à faire avec ça si on veut faire avancer les choses, et ça nécessite de l'accompagnement. Le nombre de consultantes en lactation ou consultants en lactation est extrêmement faible en France, et effectivement ça pourrait être tout le travail aussi de cette profession d'accompagner des allaitements de personnes vivant avec le VIH. Puis l'autre chose que je voulais dire, c'est que je retrouve des discours, et c'est certain, de U égale U, et c'est certainement pas un hasard si c'est aussi peut-être la Suisse qui est dans cette histoire-là, mais pour avoir des chiffres et faire passer ces données-là, en France, ça freinait des cas de fer, et Dieu sait si les associations s'est battues. Donc il faut se battre sur les deux côtés, sur la reconnaissance de l'allaitement et la place de l'allaitement, et puis d'avoir des données fiables. Alors c'est forcément complexe, mais il faut qu'on se batte là-dessus pour faire avancer le dossier. Bonjour, j'aimerais déjà dire merci à toute l'équipe de présentation et tout. C'est pas vraiment une question, mais plus une remarque qui est liée à la présentation de... C'est Christian? Oui. Ouais, en fait, je me demande si, justement, si en Suisse, on a essayé, enfin, on a pré-testé quand même les femmes qui... par leur allaitement maternel, ont pu gérer quand même le cas de séropositivité sans transmettre la maladie aux enfants. Pourquoi est-ce que les mêmes indications ou les mêmes indicateurs qui ont été utilisés pour ces femmes-là ne sont pas prises ou pris pour pas tenir pour compte global pour tout le monde, mais pourquoi on n'utiliserait pas ces mêmes indicateurs ici en France? Et d'ailleurs, je voudrais dire qu'au Cameroun, c'est par contre ce qui est prescrit. L'allaitement maternel aux femmes séropositives, c'est ce qui est prescrit en fait. Donc tout passe par l'allaitement maternel uniquement, mais ce qu'on leur recommande de ne pas faire, justement, c'est de faire la mixité de l'allaitement en fait. Donc
elles font l'allaitement maternel, mais sont évidemment suivies, comme disait le médecin tantôt. Je suis désolée, les prénoms, je ne les ai pas. Mais voilà, elles sont suivies de sorte que si elles ont a priori un problème avec le téton ou quoi, elles reviennent voir le médecin. Mais je pense que toutes ces conditions sociales et d'accompagnement du patient, à mon avis, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais je crois que ça rajoute un plus à sa santé et surtout à sa manière de traiter son bébé, de se traiter soi-même, quoi. Enfin, les précautions sont beaucoup plus prises que ce patient ou cette malade ou cette femme qui devrait allaiter de manière discriminatoire, en fait. Donc, à mon avis, il faudrait que les indicateurs qui ont été mis en place en Suisse essaye d'être mis en place en France, quoi. Enfin... Oui, tout à l'heure, il y avait une question là-dessus, pourquoi il y avait des divergences en France, en Suisse. Autant sur le U est égal à U, où la Suisse a été plus rapide et que la France a suivi quelques années plus tard. Avec l'allaitement, on a l'impression que c'est le même... Enfin, un scénario similaire qui se rejoue. Je pense que ce qui entre en jeu, c'est vraiment l'approche de la problématique, par quel bout on la prend en Suisse. De ce que je comprends, on prend pas uniquement en compte le risque, mais on se focalise aussi sur le bénéfice. Et on parle des 99... ou 999 bébés qui n'auraient pas été allaités alors que ces bébés auraient pu être allaités et auraient pu bénéficier des avantages de l'allaitement. Donc c'est une approche qui est, je pense, différente et qui amène à ce qu'en Suisse, on accompagne déjà depuis plusieurs années. Pareil en Allemagne, en Angleterre, enfin... Au Canada, en Australie, il y a beaucoup de pays qui sont déjà dans cette démarche d'accompagnement des femmes vivant avec le VIH qui souhaitent allaiter. Et un désavantage aussi du fait de ne pas pouvoir allaiter, c'est vraiment ce point sur la stigmatisation que vont vivre les mamans. Et c'est un peu tout ce melting pot des informations différentes selon ce qui est recommandé en Afrique ou dans d'autres pays par rapport à la France et tout ce qui est la vie réelle qui a amené au comité des familles à dire il faut changer les choses parce que dans la vie réelle, finalement, ça amène à cette pratique à faire de l'allaitement mixte, enfin de donner le sein et le biberon en cachette parce qu'on n'ose pas devant le médecin dans le biberon, devant la famille, on allaite. Voilà, donc c'est tous ces problèmes qui ont amené à dire il faut que faire en sorte que ça change en France. Et ce besoin des personnes qui avec le VIH et qui souhaitent allaiter, qui a, comme tu le dis, a été pris en compte dans plusieurs pays, et notamment en 2023, là, ce sont les recommandations américaines notamment qui sont sorties et qui elles recommandent justement la décision médicale partagée et l'accompagnement des personnes qui avec le VIH et qui souhaiteraient allaiter. Donc voilà, très récemment, on a encore l'exemple des États-Unis qui sont allés dans ce sens-là, et on ne peut en tirer exemple, on l'espère, pour les recommandations françaises. Oui, je pense que dans l'avenir, ce qui sera vraiment important, c'est le dialogue. C'est pas de fermer une porte, dire il faut faire comme ça ou il ne faut pas faire comme ça, et finalement pas écouter ce que va réellement faire la maman. Si, par exemple, par rapport à la PrEP, il y a une difficulté parce que l'entourage n'est pas au courant ou parce que la maman ne souhaite simplement pas donner de traitement à son bébé, pensant que n'y voyant pas de bénéfice, enfin, d'être à l'écoute pour qu'il y ait un dialogue et pour que
ensemble, le patient et l'équipe médicale puissent cheminer, être accompagnés. Il y a bien sûr la question d'avoir accès aux consultations, enfin consultantes en lactation, qui est pas remboursée, donc pour un public précaire aujourd'hui difficilement envisageable. Donc est-ce que là-dessus, il va y avoir des pistes de prise en charge? C'est des vœux pieux peut-être, mais je pense que c'est en tout cas le dialogue et que la patiente peut réellement dire ce qui se joue pour elle et ce qu'elle souhaite et ce qui est possible ou non dans ces premiers mois pour son bébé. Merci beaucoup. Merci. On va devoir conclure cette table ronde. On voit bien la nécessité d'avoir des approches pragmatiques. Voilà. Produire des données ne suffit pas, surtout s'il s'agit d'être focus sur les risques résiduels et qu'il y a une culture française du risque résiduel qui est sans doute à travailler. Merci beaucoup, Jeanne, Christian, Eva, pour vos apports. Merci à Solène et Christophe pour l'animation.